Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à la segmentation, à la data, à la construction d'un fichier de prospection performant en B2B. Le fichier, c'est essentiel. Il ne faut pas lésiner sur sa qualité, sur la richesse des informations, sur la récence de la data, car c'est votre matière première. Mais inversement d'ailleurs, il ne faut pas croire qu'il sera suffisant, car c'est bien son exploitation dans le temps, sur le plan opérationnel, qui apportera vos résultats. J'ai convié Valentin, chef projet, qui va vous expliquer comment il procède. Bonjour Valentin. Bonjour Frédéric. Valentin, donc tu pars du ciblage défini au stade du projet en amont, c'est-à-dire la zone géographique, les tailles d'entreprise exprimées soit en nombre de salariés, soit en chiffre d'affaires ou d'ailleurs les deux, et les activités, c'est bien ça? Oui. D'accord, donc en fait c'est relativement simple. Plus ou moins, en fait, pour ce qui est du secteur géographique et de la taille de l'entreprise, oui, ce sont des critères simples. En revanche, pour ce qui est des segments d'activité, ça va dépendre comment on va cibler le marché. Les directions marketing et commerciales vont vont segmenter le marché en vertical, qu'elles vont dénommer à leur façon. Donc par exemple, automobile, banque, assurance ou utilities. Et dans ce cas-là, il va y avoir deux difficultés à gérer. Deux difficultés à gérer, c'est-à-dire? Ça va être d'affiner cette dénomination en la mettant en relation avec l'offre. Donc par exemple, si je prends l'automobile, on peut avoir des constructeurs automobiles, mais également des garages automobiles. Et si par exemple mon client est un bureau d'études, à ce moment-là, ce sera plutôt des constructeurs automobiles. À l'inverse, si mon client est un équipementier, il s'agira plutôt de réseaux de distribution ou réseaux de services comme Noroto par exemple. D'accord, bien sûr. Et la seconde? La seconde, c'est de la mettre en correspondance avec une nomenclature présente dans les fichiers sources. Donc la plus courante, c'est celle de la nomenclature NAF. Alors elle n'est pas idéale, mais il n'y en a aucune qui est idéale. Par contre, son avantage, c'est qu'elle est universelle. Donc si je prends l'exemple des constructeurs automobiles, la nomenclature, ce sera le 2910Z. À l'inverse, pour les équipementiers, il y en aura dans les 2932Z, 2550B, mais également 25Z. Et du coup, je vais prendre toutes les mauvaises adresses dans mon fichier. D'accord. Alors, quand tu dis les mauvaises adresses, en fait, ce sont des adresses hors cible, ce qui va entraîner une déperdition de moyens importante. Donc, effectivement, il faut éviter d'aller collecter trop d'adresses hors cible. Comment tu peux y pallier? En fait, il y a deux solutions. Donc, la première, c'est soit de chercher un autre fichier source spécifique. En l'occurrence, pour les équipementiers, il y a un annuaire qui est dédié à la profession. Et la seconde, c'est de définir un fichier miroir. Et en fait, la démarche d'un fichier miroir, c'est de comparer un fichier existant actuel, donc sa fréquence d'apparition, avec le potentiel global de ce même code NAF. Et c'est ce qui va nous permettre finalement de déterminer l'intérêt ou non de prendre ces adresses. Très bien, donc je résume, tu précises au plus juste la définition des segments et ensuite tu les transformes en code NAF, si je peux dire ça comme ça, tu les transformes en code NAF et où tu vas chercher d'autres fichiers sources en complément. Et justement, quelles sources choisir? Tu as des sources à nous conseiller? Chez DCP, sauf en cas de ciblage très spécifique, on se sert de la base de données centrale qu'on a construite en interne. Surtout qu'elle a plus de 400 000 data décideurs qui sont totalement conformes RGPD. Et c'est vrai que le choix de la source est très important, d'autant plus que la qualité de la data et des informations contenues est très hétérogène sur le marché. Et en fait, pour choisir la source fichier, il va y avoir trois éléments à prendre en compte. Le premier, c'est de savoir les canaux que je vais utiliser. Donc si c'est uniquement le LinkedIn, le call ou l'emailing, ou bien si c'est l'ensemble de ces canaux. Le deuxième, ça va être de savoir justement si le fichier contient les numéros de SIRET. Donc premièrement, pour pouvoir éviter les doublons, mais deuxièmement, pour enrichir la data en continu et pouvoir l'intégrer dans le CRM du client. Et enfin, la troisième question, c'est de savoir justement si les décideurs qui sont identifiés dans le fichier correspondent bien aux intitulés de fonction qu'on recherche. Parce que souvent, les fichiers sont présentés comme étant nominatifs,
Mais en fait, généralement, il s'agit de mandataires sociaux ou de CEO, par exemple. Et à ce moment-là, on va avoir plus de mal à rentrer en relation avec les personnes et ce ne sera pas forcément ces personnes-là avec qui il faudra rentrer en relation. Et alors, tu as quand même quelques noms de prestataires, de fournisseurs fichiers. DCP, par exemple. Oui, c'est vrai, mais dans le cadre d'un programme de prospection commerciale complet. Mais si je veux juste un fichier, faire ma prospection moi-même. Je recommanderais, ce serait Compass, Altares ou Cartegie ou Bureau Van Dijk, par exemple. Après, tout dépend ce qu'on fait avec le fichier. Et puis également, si on a un scoring ou si on veut mettre un scoring en place. Un scoring, qu'est-ce qu'un scoring? En fait, il s'agit de mettre en quelque sorte une note à chaque adresse pour pouvoir justement la hiérarchiser. Et c'est ce qui va permettre à ce moment-là de concentrer ses efforts ou non sur certains prospects qui seront par exemple plus réceptifs et ou plus rémunérateurs en valeur. Et d'une manière générale, tu dirais qu'un bon fichier de prospection doit contenir quelle data? Alors je vais l'afficher, mais ça va être difficile à lire. Néanmoins, vous pourrez le télécharger sur le lien qui s'affiche. Donc par exemple, ce qui est important à reprendre, c'est le numéro de SIRET, comme on l'a dit plus tôt, la raison sociale, puis également la zone géographique. Et à la suite de ça, pour les décideurs, ce qui est important à reprendre, c'est l'adresse mail déjà, le nom, et également l'adresse LinkedIn. Oui, et les intitulés et son intitulé de fonction d'ailleurs aussi, bien sûr. Et donc si je prends un fichier qui contient tout ça, c'est parfait. Il faut encore évaluer la qualité de la data contenue. Et pour ce faire, on peut par exemple demander un échantillon au prestataire pour pouvoir le tester. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de fichier parfait. Ce qui est important, c'est de pouvoir l'enrichir. Et également de ne pas perdre de temps avec de la mauvaise data en exploitant justement les mauvais décideurs. Alors vous pouvez justement visualiser la démarche sur ce schéma. Et en fait le fichier, il faudra constamment l'enrichir, sachant qu'en fait un fichier c'est une matière vivante et il doit être entretenu, actualisé et travaillé en continu. Et en fait toutes les informations qui vont provenir des différents canaux vont permettre déjà de capitaliser sur l'expérience, mais également d'augmenter l'efficacité des actions qui sont engagées. D'accord, c'est très clair. Eh bien, merci Valentin du temps consacré et de toutes ces explications. Et puis merci à vous tous de votre participation et à bientôt pour notre 4e vidéo qui répondra à la question « Comment créer un argumentaire percutant et quels canaux utiliser ?» Si vous avez aimé cette vidéo sur la segmentation et la data, vous pouvez liker, partager, commenter. Et si vous voulez être certain de ne pas rater la suivante, abonnez-vous. À bientôt.